Bonjour, nous sommes le vendredi 13 août. Oui, c'est vrai qu'on nous sommes un vendredi 13. Bon, certains superstitieux n'aiment pas cette date de vendredi 13, mais on l'est. Voilà, tant pis pour les personnes bon, qui n'aiment pas ce jour. En tout cas, la météo bon, semble un peu s'améliorer, mais nous sommes quand même le 13 août. Dans 17 jours, nous sommes à la rentrée sociale. Cet été était complètement raté, complètement raté. Notamment par de nombreuses catastrophes qui ont eu lieu dans différents pays. Bon, euh, il y a eu des inondations, il y a eu des feux de forêt. Des feux de forêt. Ces feux de forêt, bon, ont été provoqués en Sibérie, ont été provoqués en Turquie, ont été provoqués en Grèce, en Espagne. Bon, des autres années, il y a eu des années catastrophiques, notamment, je pense à un fameux euh, incendie qui s'est déroulé en Australie, qui a été catastrophique pour la faune et la flore. L'Australie a connu de nombreux feux de forêt depuis des siècles, mais je peux vous dire que bon, il y a quelques années d'ici, je ne sais plus quand, il n'y a pas c'est pas si lointain que ça, il y a eu un feu de forêt extravagant que bon, personne n'a tenu compte, mais c'était un feu de forêt gigantesque, gigantesque. Bon, ensuite on a un autre feu qui est gigantesque, qui est celui de Californie, bon, qui est quand même moins gigantesque que celui d'Australie, parce que celui-là, il a été vraiment énorme, énorme, et bon, je ne sais pas s'ils ont été aidés au niveau international, mais maintenant il y a une entraide internationale qui se fait, notamment au niveau de l'Europe. La Turquie, bon, il y a eu la Sibérie qui a pris feu. Voilà, il y a la Turquie. En Turquie, il y a eu des feux de forêt. Et bon, et ça a été même propagé, je veux dire, en Grèce. En Grèce, ben, on a connu des feux en Sicile, des feux euh, dans divers endroits du globe, notamment dans le nord du Maghreb, c'est-à-dire en Algérie et en Tunisie. Et bon, je ne sais pas si en Espagne il y a eu des feux de forêt, parce que eux aussi, parfois, ils connaissent des feux de forêt. Mais en tout cas, bon, ces feux de forêt, euh, bon, en général, euh, sont provoqués par les mains de l'homme, hein, les mains de l'homme. Euh, bon, il y a toutes des causes pour les feux de forêt. Euh, il y a de multiples causes. Il y a de multiples causes. Et même certains complotistes ont leur propre voilà, vision des feux de forêt instantanés euh, qui se font en une fois dans différentes régions. Bon, il suppute que ça pourrait provenir bon, d'engins spécialisés, bon, étudiés pour fabriquer enfin, pour faire des feux de forêt. Bon, chacun va dans son, va dire, dans son imagination, pourquoi pas. Bon, en tout cas, il faut tout ça, même si c'est invisible, il faut des preuves. Il faut des preuves de tout ça. Donc, tant qu'il n'y aura pas de preuves, on ne pourra pas corroborer qu'il y a un quelconque, je veux dire, voilà, complot derrière tous ces feux de forêt. Mais en tout cas, les feux de forêt, généralement, la majeure partie du temps, ça vient des mains de l'homme, hein. Vous trouverez euh, bon, plusieurs raisons qui font qu'on a des feux de forêt. La première des choses, c'est certaines personnes qui veulent euh, bon, débroussailler, mais ils le font mal. Parce qu'ils provoquent des incendies provoqués, mais normalement ça doit être encadré, je veux dire encadré par normalement, on va dire des pompiers qui doivent être présents. Ils doivent téléphoner aux pompiers pour établir des feux qui doivent être, je veux dire, prendre des proportions qui doivent être cadrées, encadrées, cadrées. C'est-à-dire que les pompiers doivent euh, être là pour, euh, pour voir si tout se passe bien dans les feux provoqués. Et donc ça, c'est pour faire des nettoyages. Bon, d'autres personnes euh, créent du charbon de bois, hein, et donc provoquent des feux. D'autres, bon, veulent prendre des terrains et provoquent des feux pour voilà, prendre certains terrains. Voilà, il y a toutes sortes de causes. Et alors, il y a des engins aussi qui peuvent provoquer bon, je pense, des transformateurs dans un bois. Bon, les bois peuvent être énormes. S'il y a des transformateurs électriques qui passent voilà, et s'il y a un défaut électrique, on peut avoir un défaut électrique, bon, on peut avoir un incendie qui peut être propagé par voilà, des travaux dans des bois. On peut tout imaginer, hein, un accident, un avion qui tombe, un hélicoptère qui tombe.
Voilà, toutes sortes de choses peuvent provoquer des incendies. Mais maintenant, il y a aussi les barbecues et les cigarettes. Les cigarettes. Les cigarettes et les barbecues. Et ceux qui veulent mettre de feu à des déchets. Le feu à des déchets. Toutes ces personnes-là euh, sont, je dis, responsables d'un quelconque incendie. Maintenant, il reste la pyromanie. Mais la pyromanie, c'est déjà un peu... euh, voilà, c'est une maladie mentale. La pyromanie est une maladie mentale. C'est voilà, c'est dans le cerveau. Bon, mais ça court pas les rues, les pyromanes. En tout cas, ça existe, des pyromanes, mais on n'a pas 10 pyromanes comme ça qui se déclenchent en une région. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est à ce moment-là, c'est des incendies volontaires provoqués pour une raison ou une autre. Donc voilà. Donc les pyromanes, c'est rare. Ils agissent effectivement en tant que maladie mentale, mais ça court pas les rues. Ça court pas les rues. C'est un genre, une psychopathie. Voilà. Euh, bon, on peut retrouver des pyromanes dans tous les métiers, bien sûr. Euh, mais voilà, c'est une maladie. Donc, maintenant, qu'il y ait des feux en différents endroits euh, au même moment, ça peut être une guerre invisible aussi, hein. Bon, je ne fais pas de complot là-dessus, mais on peut ouvrir. Le tout, c'est de trouver voilà, des preuves de tout ça. Mais c'est justement ceux qui agissent comme ça, bon, c'est difficile de trouver des preuves parce que on peut avoir des conflits politiques dans certains pays et voilà et causer des incendies provenant de où ou de qui, je ne sais pas quoi, mais bon, je ne sais pas de plus. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, pour les complotistes, un sujet qui mérite, pourquoi pas, euh, d'être ouvert. Surtout que si on, on en veut envisager toutes les, 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 les causes, toutes les causes. Voilà, ceci étant dit, donc c'est pour vous dire que les feux de forêt peuvent venir de plusieurs causes. Et qu'est-ce qui en pâtit le plus? Ben, c'est la nature. La nature, la faune et la flore, c'est celle qui en pâtit le plus. Maintenant, les biens, ben, les biens qui ont été pris par les incendies, généralement, ça se reconstruit, hein. Ça peut se reconstruire. Mais maintenant, les êtres humains qui sont partis, bon, là, ça c'est autre chose. La perte en vie humaine, c'est surtout ça qui est plus dramatique. Parce que bon, l'être humain ne reviendra plus sur Terre. Une fois qu'il a perdu sa vie, il ne revient plus. Par contre, tout peut être reconstruit au niveau euh, des dégâts. Mais maintenant, il ne faut pas que ces incendies reviennent assez souvent. Parce que là, ça pourrait être l'objet purement et simplement d'un complot, hein. Voilà, ça c'est sûr et certain. Si ça revient assez souvent, là, s'il n'y a pas une vigilance accrue des forêts et que bon, ça devient chaque fois invisible, là, il faut se poser des questions. Bon, ceci étant dit, je vais voir ici euh, le, euh, les conditions d'orthogonalité. Les conditions d'orthogonalité, bien sûr, je suis en géométrie analytique dans l'espace. Voilà, sur un géométrie analytique dans l'espace, donc un repère orthonormé étant posé, bien sûr, parce que je suis en géométrie analytique dans l'espace, et je vais voir la condition d'orthogonalité, et vous la connaissez parce que je l'ai déjà traité plusieurs fois, de deux droites. Donc D1 orthogonal à D2 dans l'espace, ben, bien sûr, dans, euh, je suis dans R cube, donc D1 appartient à R cube, je dirais plutôt D1. C'est un ensemble de points, donc je vais mettre une inclusion. D1 est inclus dans R cube. Je dirais même D1, D2. Ouais, on va faire ceci. D1, D2 inclus dans R cube. Donc, dans cet espace, à 3 dimensions, bien sûr, on a un ROD qui est opposé. Et absolument, il faut absolument un ROD, hein. Il faut absolument un ROD ici. Donc, ça doit être, on va dire,
perpendiculaires. Alors, la condition d'orthogonalité de la droite D1, ben, il faut parler de système de paramètres directeurs. Je vous rappelle que une droite, si je la mets sous forme d'équation, bon, je vais passer par la paramétrique. Équation paramétrique d'une droite, si j'ai la droite D1, on aura x, y, z égale lambda, plus, je vais réduire tout ceci, c'est un peu trop grand. Alors, la première droite a pour coefficient directeur, sa direction est donnée par un système de paramètres directeurs. Alors, le système de paramètres directeurs, ben, c'est pour celui-ci, c'est par exemple L1, L2, L3. Il passe par un point de passage P1, P2, P3. Le second, je vais mettre K1, K2, K3, va se passer par un point R1, R2, R3. Ça, c'est D2. Ça, c'est D1. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est juste le système de paramètres directeurs qui est ici, hein, qui donne la direction de la droite. Et ça, c'est un point de passage. C'est un point de passage. Donc, il faut un système de paramètres directeurs. Alors, si la norme vaut 1, si la norme de ce système de paramètres directeurs vaut 1, ben on parlera de système de paramètres, un système de paramètres directeurs principal, puisque sa norme vaut 1. Et il y en a deux, les systèmes de paramètres directeurs principaux, il y en a deux qui donnent la norme égale à 1. Bien sûr, c'est le vecteur U et moins U. C'est le vecteur U et le vecteur moins U. Bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est que U? Ben, U, ben, c'est L1, L2, L3, mais avec sa norme, c'est un vecteur normé. Parce que sa norme vaudra 1. C'est-à-dire que pour le normer, ben, je prends L1 divisé par la racine carrée de L1 au carré plus L2 au carré plus L3 au carré, que je vais appeler voilà, θ. Θ, c'est tout simplement L1 au carré plus L2 carré plus L3 carré. Voilà, c'est ça, θ. Alors, donc j'aurai L1 sur racine carrée de θ I plus L2 sur racine carrée de θ J plus L3 sur racine carrée de θ K. Voilà. Et il en est de même pour moins U. Hein. Pour moins, vous faites la même chose. Il y a U et moins U sont opposés. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a deux systèmes de paramètres directeurs principaux. Il y en a deux. Il y a U et moins U. Mais en tout cas, là, la norme de U vaut 1. Et la norme de moins U vaudra 1 aussi. Donc, sa norme vaut 1. Et là, c'est un système, si je prends U et moins U, ce sont des systèmes de paramètres directeurs principaux. Bon, mais s'ils ne sont pas principaux, la norme ne vaut pas 1. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on aura l'orthogonalité? Ben, l'orthogonalité de deux droites est donnée par, bien sûr, le produit scalaire. Hein. Par le produit scalaire, c'est un des usages du produit scalaire, ouais, c'est de voir qu'on a l'orthogonalité entre deux droites. C'est-à-dire que si je vais chercher le produit scalaire, alors, si je prends W,
Voilà, c'est L1i plus... Alors, j'ai pas mis U, hein, parce que U, sa norme vaut 1. C'est un vecteur unitaire. Mais ici, il n'est pas unitaire. C'est avec un système de paramètres directeur, point. Voilà, point. C'est tout. Quand je dis point, c'est tout. Ça veut dire que je m'arrête là. C'est un système de paramètres directeur. Et pas un système de paramètres directeur principal. Parce que si pour avoir un système de directeur principal, il faut que la norme soit égale à 1. Mais ici, c'est pas le cas. Je ne prends pas un cas particulier où la norme vaut 1. J'ai pris un système de paramètres directeur, tout court. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai W, j'ai par exemple V. K1, c'est mes deux droites, hein, c'est le vecteur directeur de mes deux droites. Alors, pour voir s'ils sont orthogonales, ben, il faut que W produit scalaire V, ou voire même V, si je fais V fois W, peu importe le sens, on s'en fout. On s'en fout, hein. Eh bien, il faut qu'on ait... ça va donner la norme de W fois la norme de V fois le cosinus entre W et V. Alors W, c'est la direction de la droite D1. Et ça, c'est la direction. V est la direction de la droite D2. Et ici, je pourrais écrire aussi, c'est la norme de V fois la norme de W fois le cosinus entre V et W. Alors, le cosinus de WV est égal au cosinus de VW. Hein. Cosinus alpha est égal à cosinus alpha est égal à cosinus moins alpha. Deux angles opposés ont même cosinus. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas ça qui va changer. Donc là, on a l'associativité, si vous voulez, la commutativité, je m'excuse, la commutativité du produit scalaire. Donc, il suffit que j'en prenne un, ça suffit. J'ai pas besoin des deux. On a la commutativité du produit scalaire. Donc, ce qui veut dire que le cosinus de WV, c'est le cosinus de D2, D1 ou D1, D2. C'est le cosinus de D2, D1 ou D1, D2, c'est le même. C'est le cosinus entre D2 et D1, c'est-à-dire l'angle entre, c'est le cosinus de l'angle entre D2 et D1. L'angle entre D2 et D1. Ça veut dire que je peux aller rechercher l'angle. L'angle D2, D1, en tout cas le cosinus de l'angle, c'est ça qui m'intéresse, le cosinus de l'angle, que je peux appeler l'angle alpha. L'angle entre D1 et D2, c'est alpha. Je peux l'appeler cosinus alpha. Cosinus alpha, c'est égal au produit scalaire de V par W, ou V par W par V ou V par W, divisé par la norme de W sur la norme de V. Et là, ça devient, c'est pas n'importe quel cosinus, c'est le cosinus d'un vecteur normé. C'est-à-dire la norme vaut 1 ici. Vous voyez que j'ai fait W divisé par V, et V divisé par V. Donc ça devient, on a des vecteurs normés, et on peut pas, voilà, si vous faites L1 fois K1, il y a de multiples vecteurs qui donnent L1 fois K1, hein. Tout ce qui est proportionnel. Si j'écris psi fois ceci, ben, ça reste un vecteur directeur. Hein. Voilà, et si je fais psi prime fois V, ben, ça reste toujours un vecteur directeur. Donc il y a une multitude de vecteurs qui donnent une direction, il y a une multitude de vecteurs qui donnent la direction de W, et une multitude de vecteurs qui donnent la direction de V. Mais, bien sûr, pour calculer l'angle, il faut ramener tout à une division par la norme, hein, sinon vous allez avoir des valeurs différentes. Hein. Si vous faites W
W par V, vous pouvez faire aussi fois psi prime, voilà, W fois V. Si vous ne vous contentez que de ça, ce ne sera pas bon. Vous n'aurez pas le cosinus. Il faut absolument diviser, pour avoir un seul cosinus possible et imaginable, il faut le diviser par, il faut le normer, il faut le diviser par la norme. Il faut le diviser par la norme, obligatoirement. Et là, vous aurez un seul angle, qu'un seul angle, cosinus alpha. Et pas, vous n'aurez pas une multitude d'angles, puisqu'en fait, on a une multitude de vecteurs directeurs, on ne peut pas avoir une multitude d'angles. Hein. Alors, pour avoir qu'un seul angle, il faut le normer. Et là, vous aurez qu'un seul angle. Et là, tout est bon. Donc, à ce moment-là, le produit scalaire, vous savez que c'est L1 fois K1 ou K1 fois L1, peu importe, hein, on s'en fout de ça. La multiplication est commutative. L2 fois K2 ou K2 fois L2 plus L3 fois K3 ou K3 fois L3. Alors on multiplie bien sûr les I ensemble, les J ensemble, les K ensemble, parce que produit scalaire de L1 fois I fois J, ça fait 0. Hein. Les deux vecteurs sont perpendiculaires. Hein. Cosinus de 90, ça fait 0. Voilà. Si vous faites I fois J ou I fois K, ça fait 0. J fois I ou J fois K, ça fait 0. K fois I ou K fois J, ça fait 0. Donc, il faut faire I fois I. Là, à ce moment-là, cosinus de 0, ça fait 1. Et là, on aura L1 fois K1 plus L2 fois K2 plus L3 fois K3. C'est le principe du produit scalaire. Alors, les normes, c'est L1 carré. On le norme. Hein, absolument pour avoir qu'un seul vecteur. Hein. L1 carré plus L2 carré plus L3 carré multiplié par racine carrée de K1 carré plus K2 carré plus K3 carré. Bon. Alors maintenant, le tout c'est de savoir comment avoir la condition d'orthogonalité. Comment a-t-on D1 perpendiculaire à D2 D1 perpendiculaire à D2 signifie que l'angle alpha fait 90. Voilà. L'angle alpha fait 90, parce que D1 est perpendiculaire à D2. Alors si D1 est perpendiculaire à D2, cosinus de 90 ici, ça fait 0. Je remplace alpha par 90 degrés, cosinus de 90 degrés, ça fait 0. Bon, quand est-ce qu'un un quotient égale à 0? C'est quand son numérateur est nul. Voilà, quand son numérateur est nul. Et donc, pour avoir la condition d'orthogonalité, ça devient simple. Il suffit d'écrire, d'avoir L1 K1 qui est le numérateur fois L2 K2 plus L3 K3 égale 0. Si vous avez ça, ça veut dire que D1 est perpendiculaire à D2. Bon, D1, je prendrais par exemple pour composante vecteur directeur L1, L2, L3 par exemple. Par exemple, hein, c'est un exemple, j'aurais pu prendre D2, L1, L2, L2, L3. Donc D1, système de paramètres directeurs, c'est L1, L2, L3. Et D2, son système de paramètres directeurs, c'est K1, K2, K3. Donc il faut juste faire l'analyse des paramètres directeurs. C'est l'analyse des paramètres directeurs. Et si vous avez ceci, L1, K1, plus L2, K2, plus L3, K3, égale 0, ça veut dire que on a la condition d'orthogonalité, c'est-à-dire que les deux droites D1, D2 sont perpendiculaires, ou L1, L2, L3 est un système de paramètres directeurs de D1, et K1, K2, K3 est un système de paramètres directeurs de D2. Bon, je vous rappelle qu'il y a une infinité de paramètres directeurs de D1, c'est tout ce qui est psi, psi fois L1, L2, L3. Voilà. Si vous faites ça, voilà. Et si vous faites idem, on a une infinité de systèmes de paramètres directeurs de D2. Tout ce qui est proportionnel à K1, K2, K3 est un système de paramètres directeurs de D2.
Bon, et alors on pourrait écrire ça sous forme d'une somme, une somme de produits, L-I-K-I. Alors, I partant de 1 jusque n égale 3. C'est somme de LIKI. Bon, comme c'est très, il y a très peu voilà, de termes, bah, on peut l'écrire comme ça directement, hein, plutôt que l'écrire sous forme de sommation. Maintenant, je pourrais simplifier la sommation bon, en retirant d'abord le n. Bon, ça simplifie déjà un petit peu l'écriture. Donc voilà, je simplifie. Donc c'est pour dire qu'on va de 1 à 3. Bon, je pourrais même simplifier, sachant que c'est L1, L2, L3, qu'on n'a rien d'autre, et que si on le sait, je peux, par abus d'écriture, il n'y aurait pas d'ambiguïté, parce qu'on sait bien que ça commence en 1 et qu'on va en 3, parce qu'on est dans l'espace, hein, et que les vecteurs s'appellent L1, L2, L3, je peux écrire somme de LIKI. C'est la somme des LIKI. On sait bien qu'il y en a 3. Bon, pour autant que vous sachiez qu'il y en a 3, mais effectivement, on sait bien qu'on en a 3. Et là, si on n'a pas d'ambiguïté, vous pouvez écrire ceci. Bien sûr, égale 0. Hein. J'ai oublié d'écrire égale 0. Condition sine qua non pour avoir la perpendicularité entre deux droites. Deux droites de l'espace. Hein. Je vous remercie.